Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette interview tripartite. Nous avons 3 invités aujourd'hui qui vont interviewer Madame Sandra Honoré, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, qui est également la chef de la MINUSTAH. Nous avons avec nous Georges Alain de Radio-Télé Métropole. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Madame Honoré. Bonjour. Nous avons Dieu-Seul Guerrier de Radio-Télé Caraïbes. Bonjour Sophie, bonjour Madame Honoré, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Et nous avons avec nous également Beethovens François Fils de Radio-Télé Quisqueya. Bonjour Sophie et bonjour Madame Honoré. Bonjour à vous. Et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs. Alors, nous avons cette interview aujourd'hui pour parler de la situation politique actuelle en Haïti et je vais céder la parole pour la première question à notre confrère à ma droite, le journaliste Georges Alain, pour sa première question à Madame Honoré. Merci Sophie. La première question rapidement, Madame Honoré. Aujourd'hui, Haïti est en pleine crise, crise institutionnelle, crise politique énorme. À quel point la MINUSTAH est-elle préoccupée par l'acuité de cette crise, d'autant que votre mission était de stabiliser le pays? La MINUSTAH est préoccupée par l'acuité de la crise, comme vous la décrivez, comme tous les citoyens haïtiens. Il est vrai que la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti a comme mandat, entre autres choses, la stabilisation. Depuis l'établissement de la mission en Haïti en 2004, on a vu du progrès, on a vu des acquis enregistrés. Il est difficile de constater maintenant, comme vous dites, que le pays est entré dans cette crise institutionnelle et que il y a tant de préoccupations de tant de personnes, de tant de citoyens et de citoyennes. Notre contribution à travers le système des Nations Unies vient de plusieurs origines. Le Conseil de sécurité a publié une déclaration sur la crise en Haïti ce samedi 29 janvier, dans laquelle elle fait un appel à tous les acteurs, à toute la société haïtienne, de travailler d'un commun accord pour pouvoir arriver à une solution, une issue à cette crise qui pourrait servir de cadre pour que le pays aille de l'avant, pour que l'institutionnalité soit respectée et maintenue. Le secrétaire général Ban Ki-moon également, lors du report des élections le 22 janvier, a également fait le même appel pour que les acteurs, les organes de la société civile, y compris les partis politiques, et toute l'institutionnalité haïtienne travaillent pour trouver une issue à cette crise. Il y a une échéance qui arrive, c'est le 7 février, et d'aucuns redoutent cette date. Au niveau de la MINUSTAH, est-ce que vous participez à ce début de dialogue qu'il y a entre le gouvernement, l'exécutif tout au moins, et le Parlement? La MINUSTAH ne participe pas au dialogue. C'est un dialogue entre les acteurs haïtiens. Nous avons pris note du fait que ce dialogue est en cours. Nous avons pris note de la disposition indiquée de part et d'autre à participer, à utiliser tous les efforts nécessaires pour arriver à une issue, mais nous ne participons pas au dialogue. C'est un dialogue entre autorités haïtiennes, entre pouvoirs haïtiens, un dialogue qui s'étend également à la société civile, qui a eu aussi son mot à dire et ses propositions de sortie de crise.
Bon, sans parler d'ingérence, on sait que le corps groupe était toujours favorable à ce que le processus électoral aboutisse. Et aujourd'hui, le corps groupe est accusé d'ingérence. Comment vous vivez cela? Est-ce qu'on peut parler véritablement d'ingérence? Je ne pense pas qu'il y ait lieu de parler d'ingérence. Le processus électoral a commencé en janvier 2015. Le processus électoral 2015 avec l'établissement d'un conseil électoral provisoire le 23 janvier 2015. Ces élections sont nécessaires, ces élections sont importantes. Depuis 2011, les élections pour les collectivités territoriales auraient dû avoir lieu. Cela n'a pas été possible pour toute une série de raisons. Le corps groupe, donc, n'a fait qu'appuyer l'appel pour que les élections aient lieu. Vous savez que le Parlement est devenu dysfonctionnel le deuxième lundi de janvier 2015. Il était donc important pour Haïti, pour la population haïtienne, que le Parlement puisse commencer à fonctionner à nouveau sur la base d'élections, élections qui ont été faites à partir du mois d'août 2015 et octobre 2015. Donc, il ne s'agit pas d'ingérence quand le corps groupe a renouvelé et répété l'appel que faisait la société haïtienne d'une manière générale pour que les élections s'organisent. Mais il était prévisible presque pour tout le monde que les élections n'allaient pas avoir lieu et on a vu un corps groupe assez tenace, assez entêté, dirait-on, comme le CEP l'était. Est-ce qu'on ne peut pas parler de faute quelque part de la part du corps groupe et de la MINUSTAH? Un calendrier électoral avait été partagé avec les acteurs politiques en 2015, un calendrier électoral qui a prévu un premier tour le 9 août, un deuxième tour le 25 octobre et un troisième tour le 27 décembre. Quand il était évident que le troisième tour au 27 décembre ne pouvait pas avoir lieu, cette date a été prolongée pour le 17 janvier et après pour le 24 janvier. Le corps groupe, comme j'ai dit, a tout simplement répété l'appel pour que le processus électoral se poursuive et le corps groupe a, après le report du 22 janvier, le corps groupe a également mis l'accent sur le fait que le processus électoral devrait se poursuivre et devrait conclure, sans ingérence. Une dernière question de votre part? Aujourd'hui, mes camarades vont poser la question, mais quand même, je la lance. Aujourd'hui, on s'achemine presque indubitablement vers un gouvernement de transition. Dans la tête du corps groupe, comment voyez-vous ce gouvernement, cette forme de gouvernement? Je dis que on est content de voir que les deux pouvoirs, les acteurs politiques, les partis politiques, s'engagent tous et se sont déclarés engagés pour la recherche d'une solution. Évidemment, l'élection d'un président de la République n'a pas pu avoir lieu pour que ce président entre en fonction le 7 février. Il serait donc important que les acteurs qui sont en train de rechercher cette solution continuent cette tâche, continuent ce travail pour trouver le moyen le plus approprié, le moyen le plus sage pour maintenir la gouvernance dans le pays en attendant la conclusion du processus électoral et en attendant l'entrée en fonction d'un président élu et l'entrée en fonction
des parlementaires qui doivent occuper les 33 sièges au Sénat et à la Chambre des députés, et les autres élections à pourvoir, de sorte que le core group exhorte tous les acteurs à travailler de bonne volonté, d'un commun accord, pour arriver à cette solution, à cette issue qui va représenter la sagesse nécessaire en ce moment. Maintenant, Dieu seul guerrier pour Radio Caraïbes. Oui, je voudrais savoir quels sont vos rapports avec cette mission de l'OEA qui se trouve en Haïti actuellement. Nous avons eu au niveau du core group une réunion avec la mission envoyée par le Conseil permanent de l'Organisation des États américains. L'Organisation des États américains est une des 3 institutions multilatérales qui est membre du core group, de sorte que nous avons eu une réunion pour un échange d'idées avec la mission envoyée par le Conseil permanent de l'Organisation des États américains suite à une demande faite par le président de la République. Donc, le président Martelly a dit que c'était possible également qu'il reste au pouvoir après le 7 février si on ne trouve pas un accord politique. Qu'en pensez-vous? Je crois que le président Martelly est engagé avec le président Privert du Sénat et le président de la Chambre des députés dans des discussions sur un moyen de trouver une solution, une issue. La date du 7 février est la date prévue par la Constitution pour la fin du mandat présidentiel. Et je suis sûre que c'est dans cette optique-là que les négociations et les pourparlers entre ces 3 présidents sont en train de se faire. Vous avez un plan, je dirais, spécial pour ce dimanche 7 février? Vous avez déjà, est-ce que la PNH en a fait une demande quelconque? Si nous avons un plan pour le 7 février, spécial, hein? Disons que pour répondre à la question en ce qui concerne la police nationale d'Haïti, comme vous savez, un élément du mandat de la mission des Nations Unies est un travail de contribution à la professionnalisation et à la modernisation de la police nationale d'Haïti. Nous répondons à des demandes d'appui opérationnel de la part de la police nationale d'Haïti quand on reçoit ces demandes d'appui opérationnel. Jusqu'à présent, la police nationale d'Haïti n'a pas formulé de demande spécifique près la MINUSTAH en ce qui concerne le 7 février. Je sais que la police nationale d'Haïti est en train de travailler, d'élaborer son plan de sécurité pour les festivités carnavalesques, mais on n'a pas de demande spécifique d'appui dans ce sens ou dans quelque autre sens de la PNH. Et 12 ans après la mise en place de la MINUSTAH en Haïti, qu'est-ce qu'on peut dire? Réussite, satisfaction, échec? Je dirais satisfaction de voir que Haïti en 2016 est certainement différent de l'Haïti de 2004 quand la mission des Nations Unies pour la stabilisation a été établie. Notre mandat comprend un volet qui a trait à la professionnalisation et la modernisation de la PNH, comme j'ai dit, le renforcement de l'état de droit, la promotion et la protection des droits humains, le renforcement de la capacité de gestion électorale et également les bons offices. Nous avons vu un progrès certain dans plusieurs domaines. Il est vrai qu'il est toujours dans l'entreprise humaine, il est toujours
nécessaire de faire plus, de faire mieux. Je crois que le bilan a été un bilan pour lequel Haïti peut être fier. On a vu qu'il y a eu des acquis dans plusieurs domaines et notre intérêt serait de préserver ces acquis, de consolider ces acquis et de tout faire pour encourager en ce moment, dans cette conjoncture politique complexe, que tout soit fait pour que les décisions qui sont prises appuient les acquis, même dans le domaine de la gouvernance que Haïti a enregistré pendant ces 12 années. On dirait que la MINUSTAH a aidé au démantèlement de certains gangs qui terrorisaient la population après 2004. Mais on dirait également que le gros du travail reste à faire, à savoir réduire considérablement les circulations des armes illégales sur le territoire national. Il est vrai qu'il y a un travail certain à faire en ce qui concerne la circulation des armes illégales. C'est un travail auquel la Police nationale d'Haïti se dédie. C'est un travail avec lequel il y a une contribution de la part de la division du siège des Nations Unies qui travaille sur la question d'armements illégaux et la circulation d'armements illégaux. Nous avons vu dans ces années une amélioration nette de la performance de la Police nationale d'Haïti dans les domaines, certains domaines de sa spécialisation et sa formation. Et je suis sûre qu'en ce qui concerne ce sujet en particulier, comme dans d'autres thèmes qui sont sur l'agenda de la Police nationale d'Haïti, qu'il y a un travail concerté et qu'il y a du progrès qui est en train de se faire. Et qu'on prendra fin de la mission fin du mandat de la MINUSTAH en Haïti, c'est à quand? La dernière fois où le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la mission, c'était en octobre 2015. Cette résolution renouvelant le mandat de la mission est venue après un rapport du secrétaire général des Nations Unies, un rapport du mois d'août 2015, dans lequel le secrétaire général a parlé de cette année comme étant probablement la dernière année de la vie de la mission. Le Conseil de sécurité aura donc à se pencher avec le prochain rapport du secrétaire général au mois de mars sur le travail de la mission, sur l'état des lieux, pour éventuellement prendre une décision sur l'avenir, disons, de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Où est-ce qu'on est avec la question du retrait progressif de la MINUSTAH? La MINUSTAH, depuis 3 ans maintenant, vit un processus de consolidation, de sorte que les composantes militaires et policières ont été réduites en effectifs et le nombre du personnel civil, tant national qu'international, a diminué. Cette consolidation en vue d'une transition éventuelle de la mission et une nouvelle configuration de la présence des Nations Unies en Haïti est en train de se faire, c'est un fait, depuis 3 ans maintenant. La composante militaire, par exemple, compte 2370 effectifs aujourd'hui et la composante policière 2601. Nous sommes sur la voie de la consolidation vers
une transition et éventuellement une reconfiguration de la présence des Nations Unies en Haïti. Monsieur Beethovens, François Fils. Merci, Madame Delacombe. Et on va revenir quand même sur certaines des questions déjà évoquées par mes collègues précédemment, puisqu'il s'agit de différents médias qui sont là ici. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MINUSTAH. Quel est votre point de vue concernant l'échéance constitutionnelle du 7 février? C'est une date fatidique, consacrant bien évidemment la fin du quinquennat du président Michel Martelly. Nous sommes pratiquement dans les comptes à rebours, jour J-3. Mon point de vue, comme j'ai dit auparavant, c'est une échéance constitutionnelle. Je ne décris pas comme une échéance fatidique. C'est une échéance constitutionnelle et les Nations Unies appuient le respect de la Constitution. Alors, et quelle est la nouvelle lecture de la communauté internationale, des membres du corps groupe dont vous faites partie, autour de la situation à la veille d'une transition à laquelle les puissances étrangères s'étaient jusque-là opposées? Quelle est votre nouvelle lecture? Quand vous dites transition à laquelle les puissances étrangères se seraient opposées, oui. Se seraient opposées à... Parce qu'il y a une transition, à plusieurs reprises, le corps groupe se prononce pour la poursuite du processus électoral. C'est un échec puisque les élections n'ont pas eu lieu. On a eu un report le 22 janvier. On était contre la transition. Et maintenant, on s'achemine vers la transition. L'appui du corps groupe pour les élections a été un appui, comme j'ai expliqué, pour un processus qui était nécessaire pour renouveler l'institution démocratique, le Parlement. Ceci a été fait partiellement. Et l'appui du corps groupe, l'appui des Nations Unies, était pour que les élections arrivent à sa conclusion logique. L'élection programmée pour le 24 janvier n'a pas pu avoir lieu pour les raisons que l'on connaît. Il y a lieu maintenant pour que les acteurs poursuivent le dialogue qui est en train de se faire pour pouvoir trouver une solution, une issue. Évidemment, cette solution et cette issue aura à prendre en compte le fait qu'il n'a pas été possible d'organiser une élection pour président de la République et les sièges restants au Parlement comme cela avait été programmé pour le 24 janvier. Il faudra donc prendre cela en compte en arrivant à une solution consensuelle, une solution qui est dans l'intérêt du peuple haïtien, afin d'essayer le plus possible de préserver la stabilité dans le pays et de faire en sorte qu'il y ait un cadre pour que le travail si important sur les défis auxquels le pays fait face devrait continuer. Et quelles sont vos réactions par rapport aux critiques virulentes contre les membres de la communauté internationale, le corps groupe en particulier, accusés de soutenir de manière aveugle le président Michel Martelly dans le processus électoral au détriment des intérêts de la population et de la démocratie?
Les élections, nous avons dit, n'ont pas eu lieu à temps. Les élections pour les collectivités territoriales, par exemple, auraient dû avoir lieu en 2011. Haïti est arrivé à avoir, au début de janvier 2015, un Parlement avec 10 élus, 10 sénateurs, encore parce que les élections n'avaient pas eu lieu. Rien de plus démocratique que l'organisation des élections que le Core Group a appuyé pour combler ces vides, pour que le pays puisse se remettre sur les rails de la démocratie. Les critiques virulentes dont vous parlez contre la communauté internationale ou contre le Core Group, on comprend ces critiques. Je crois que très souvent, les critiques ont une interprétation particulière du travail que fait le Core Group, du travail que fait la communauté internationale en Haïti. Nous travaillons avec tous les secteurs de la société. Nous travaillons avec le gouvernement parce que les missions diplomatiques, évidemment, sont accréditées au pays et ne peuvent pas ignorer, entre guillemets, le gouvernement. Mais nous travaillons également avec la société civile, avec les partis politiques, avec les organisations non gouvernementales. Ce travail est peut-être pas connu de tous. Il y en a qui peut-être ne veulent pas que ce travail soit connu, mais nous avons un engagement envers la société haïtienne d'une manière générale et il y a certaines actions que prend la communauté internationale qui ne viennent nécessairement pas à la lumière publique. Mais la communauté internationale n'est pas figée dans son travail avec un seul secteur dans le pays. Nous travaillons avec tous et nous cherchons à faire une contribution au bien-être de la population haïtienne, à faire une contribution au développement socio-économique d'Haïti. Je comprends, madame, ce que vous dites, mais dans la pratique, c'est donc le contraire. Dans la pratique, c'est le contraire. Par rapport à ce que vous avancez tout à l'heure. Vous avez votre opinion et j'ai la mienne. Mm-hmm. Alors, récemment, il y a plusieurs dizaines de ressortissants étrangers, membres des pays du Core Group, qui ont signé une pétition dans laquelle ils se sont désolidarisés de la position des diplomates autour de la conjoncture politique post-électorale. Qu'en pensez-vous? Ces citoyens ont toute la liberté d'expression et toute la liberté de faire connaître leur point de vue vis-à-vis du travail diplomatique de leurs ambassades et de leurs missions diplomatiques en Haïti. Je ne pourrais pas être contre la publication de ces idées par ces citoyens. Et je suis sûre que les missions diplomatiques et les ambassades en question ont prêté une attention particulière et je n'ai pas l'information, mais je suis sûre qu'il y a aussi eu une occasion de discussion avec ces personnes. Mm-hmm. Et dans le Nord, on a retrouvé des membres de la UNPOL dans leur chambre et morts. La ministre avait publié un communiqué pour annoncer qu'il y a une enquête qui avait été diligentée. À quel stade on est à présent?
Je devrais dire, premièrement, répéter nos condoléances aux familles des 2 officiers policières retrouvés mortes dans le Nord. L'enquête sur ces 2 morts tragiques est encore en cours et c'est le stade auquel on est en ce moment. Ces enquêtes sont normalement des procédures qui prennent le temps pour être bien diligentées. L'enquête sur ces 2 morts est en cours. Ils sont originaires de... On va revenir un petit peu après Ok, vers pas de vous, problème. Monsieur Vidovens. On va continuer avec Georges Alain pour un nouveau tour de questions, si vous permettez, pour que chacun puisse avoir le temps de s'exprimer. Monsieur Oui. Georges Alain. Alors, permettez, Madame Honoré, que je revienne sur les élections, la politique. L'opposition haïtienne a pu démontrer sa force, selon certains observateurs, en portant le Conseil électoral et par ricochet le gouvernement à se rétracter en ce qui concerne l'organisation des élections le 25 octobre, le 25 décembre, le 17 janvier et puis le 24 janvier. Je parle de force de l'opposition selon certains. Mais diplomatiquement, politiquement, ou encore dans la pratique, on a l'impression que la communauté internationale, tout au moins le corps groupe, minimise souvent la force de l'opposition parce que c'est rarement on entend qu'il y a une rencontre, un dialogue établi entre l'opposition et le corps groupe. Alors que pour le gouvernement, c'est toujours le contraire. Je viens de dire que, en ce qui concerne le corps groupe travaille avec tous les secteurs de la société. Nous avons des réunions avec l'opposition. Moi, j'ai personnellement rencontré au moins 6 membres de l'opposition entre la semaine dernière et cette semaine. Toutes nos réunions ne viennent pas, comme j'ai dit, à la lumière publique. Toutes les réunions que nous avons avec les organisations de la société civile ne sont pas divulguées dans ce sens. Et le fait que ces réunions ont lieu démontre qu'il y a un intérêt de la part de la communauté internationale pour connaître, pour savoir quelles sont les positions adoptées par l'opposition, par la société civile comme un tout. Alors, quand vous mettez sur une balance la position de l'opposition et la position du gouvernement, quel jugement vous portez sur les 2 camps en présence? Je ne suis pas ici pour porter un jugement de valeur sur la position d'un secteur de la société haïtienne contre un autre secteur. Je suis ici pour contribuer à ce que le travail commun fait par la société d'une manière générale, par les secteurs, soit dans l'intérêt du peuple haïtien et pour les encourager à travailler dans ce sens. C'est pour cela, par exemple, que nous avons fait cet appel, même dans ce compte à rebours auquel on a fait référence, pour que les acteurs continuent le travail qu'ils avaient initié pour trouver une solution à la crise actuelle post-électorale. On parle souvent d'ingérence de la communauté internationale dans les affaires haïtiennes, ce que le corps groupe, la MINUSTAH, l'OEA, l'ONU démentent toujours. Mais selon certains, dans la pratique, ou encore, la réalité dit toujours le contraire. Aujourd'hui, il est question
de gouvernement de transition. Il est question de départ du président Michel Martelly et il est question également que le président reste en poste jusqu'au 14 mai. Où est-ce que le corps groupe se situe? Dans quelle approche vous voyez beaucoup plus à l'aise? Nous voyons à l'aise avec une décision à laquelle les autres acteurs haïtiens vont arriver, une solution consensuelle, une solution qui soit acceptée et acceptable aux acteurs qui sont en ce moment engagés dans des pourparlers, dans des négociations sur les questions que vous avez soulevées. Si les acteurs haïtiens arrivent à cette décision, à cette solution, c'est une solution que les partenaires internationaux d'Haïti auront à comprendre et sont en train d'appuyer la recherche de cette solution consensuelle de la part des acteurs nationaux. Monsieur Dieu-Saguerrier? Oui, vous avez tout à l'heure que vous avez rencontré des dirigeants, 6 dirigeants politiques. Je voudrais savoir, ils sont du G8 ou du G30? Ils sont de l'opposition de toute tendance. Toute tendance. Oui. Du G8 également. Toute tendance. Et quelles sont leurs préoccupations? Les préoccupations de tous les acteurs politiques, du fait que le pays se trouve avec l'échéance constitutionnelle du 7 février qui arrive bientôt, la manière dont le pays et les acteurs vont adopter pour passer ce cap et les arrangements pour la gouvernance qui seront nécessaires en attendant la poursuite du processus électoral. Je vais laisser un peu la politique. On sait que le dossier du choléra fasse l'objet d'un processus judiciaire, je dirais. Mais est-ce qu'on peut attendre un jour que l'ONU fasse prendre en compte le dédommagement des victimes? Je dirais que, étant donné que la question de l'épidémie de choléra fait partie ou est objet d'un processus judiciaire, il n'est pas la pratique pour les fonctionnaires des Nations Unies à se prononcer sur des procès judiciaires en cours. Je dirais que depuis le début de l'épidémie en Haïti, les Nations Unies ont travaillé avec le gouvernement d'Haïti, avec le ministère de la Santé et de la Population, pour appuyer les efforts de ce ministère en ce qui concerne le plan national pour l'élimination du choléra en Haïti. Le secrétaire général de commun accord avec le Premier ministre, a établi un comité de haut niveau contre le choléra. Et nous travaillons d'une façon non seulement, je dirais tout le système des Nations Unies en Haïti, et cela comprend également l'Organisation panaméricaine de la santé, l'UNICEF également. Nous travaillons de concert avec le ministère de la Santé en ce qui concerne la détection, le traitement, non seulement en ce qui concerne le choléra, mais aussi toutes les maladies hydriques et sur les questions d'infrastructure en eau et en sanitation dans le pays. Ce plan-là est déjà mis en œuvre? Le plan national du gouvernement existe. C'est un plan établi par le gouvernement sur une période de 10 ans et nous appuyons les efforts du gouvernement
pour mettre en œuvre des éléments de ce plan et des projets concrets en ce qui concerne la lutte contre le choléra et contre les maladies hydriques. Il y a un montant disponible pour... Je n'ai pas un chiffre maintenant en tête, mais nous continuons la recherche de fonds pour les éléments de ce plan national. Une dernière question avant de passer à notre collègue? Non. Ok, très bien, Beethovens. Ok. Alors, il y a une délégation de l'organisation hémisphérique OEA qui est dans nos murs. Et en fait, cette mission a été sollicitée par le président Michel Martelly en fin de règne. La délégation vous a déjà rencontré et des parlementaires et des leaders politiques s'insurgent contre la présence de cette délégation ici en Haïti. Ils mettent en cause la crédibilité de l'OEA et le rôle que la mission a joué en 2010 avec notamment le président Martelly. Les discussions étaient axées sur quoi dans le cadre de cet entretien? Le président Martelly a fait une demande près l'Organisation des États américains sous l'égide de la Charte démocratique interaméricaine pour cette visite d'une mission. Une visite qui, selon le chef de la mission, le président du Conseil permanent de l'Organisation des États américains, était de se rendre dans le pays pour s'entretenir avec les acteurs, pour avoir de première main des informations sur la situation en Haïti. Notre réunion avec la délégation de cette mission était une réunion d'échange d'informations, étant donné que nous résidons dans le pays et nous vivons la situation depuis un certain temps. Alors, la mission a cherché à savoir de nous, comme ils ont cherché à savoir des acteurs haïtiens de toute la société, le gouvernement, le Parlement, les organisations non gouvernementales, les partis politiques, les opinions sur la situation actuelle dans le pays. Vous savez que les partis de l'opposition gagnent les rues quotidiennement pour protester contre la présence de cette mission ici en Haïti. On parle même d'ingérence dans les affaires internes du pays. Est-ce que vous avez une préoccupation par rapport à cela? Non, je n'ai pas de préoccupation par rapport à cela. Encore, c'est une manifestation de l'utilisation de la liberté d'expression des partis politiques ou de tout autre groupe qui veuille exprimer sa position vis-à-vis la visite de cette mission de l'Organisation des États américains dont Haïti est membre fondateur. Et concernant l'épidémie du choléra, vous savez que le choléra avait été introduit en Haïti par les soldats népalais dans le plateau central après la catastrophe terrible du 12 janvier 2010. Pourquoi la MINUSTAH refuse d'assumer ses responsabilités dans le cadre de cette affaire? J'ai déjà répondu à cette question à votre collègue. Je vous ai dit que depuis le début de l'épidémie du choléra en Haïti, les Nations Unies travaillent en appui aux efforts du ministère de la Santé publique et de la Population. Et le secrétaire général qui s'est rendu en Haïti en 2014
a mis de pied un comité de haut niveau pour le choléra. Nous travaillons avec le ministère de la Santé et de la Population en vue de mettre en œuvre des éléments du plan national pour l'élimination du choléra. Nous avons appuyé la recherche de ressources pour ce plan à travers les instances, les agences, fonds et programmes des Nations Unies, et nous avons travaillé également avec la Banque mondiale en ce qui concerne la question de ressources nécessaires pour combattre non seulement le choléra, mais aussi pour moderniser l'infrastructure en eau et sanitation dans le pays. Il nous reste 5 minutes avant de clôturer ce programme. Est-ce que, Madame, vous avez un message que vous voudriez faire passer aux auditeurs, téléspectateurs de nos 3 médias ici présents, Radio-Télé Quisqueya, Radio-Télé Caraïbes et Radio-Télé Métropole? Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter Madame Cécilia Laurent, qui c'est une doyenne haïtienne de 120 ans, et d'espérer que la recherche qui est en train de se faire dans le pays par le Guinness Book of Records démontre effectivement que c'est la doyenne de l'humanité aujourd'hui. Alors, qui pourrait transmettre ce message à Madame Cécilia Laurent? Elle est au Canada maintenant. J'apprécierais. Je voudrais aussi dire, en ce qui concerne le processus post-électoral qui se vit en ce moment, je voudrais répéter l'appel du secrétaire général Ban Ki-moon et du Conseil de sécurité pour que les acteurs haïtiens continuent à travailler comme ils ont travaillé durement ces dernières semaines et ces derniers jours pour trouver une solution consensuelle qui sert d'avancer, qui sert de préparer le cadre pour que le pays puisse continuer sur les rails démocratiques. Et je fais l'appel également pour que le processus électoral initié en 2015 puisse arriver à sa conclusion logique. Je fais également un appel à la société d'une manière générale pour rejeter la violence. On a vu ces derniers temps des exemples de violence, incendies contre 2 écoles notamment qui servaient de centre de vote. Je voudrais donc faire cet appel à toute la société de rejeter la violence et aux meneurs d'opinion et ceux qui influencent l'opinion à faire en sorte que cette violence soit rejetée. Merci. Merci à vous. Je pense que votre appel sera entendu, je l'espère. Permettez-moi de remercier les journalistes qui nous ont fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je veux parler de Georges Alain de Radio-Télé Métropole. Merci à vous. Merci. Et bien également Dieu-Seul Guerrier de Radio-Télé Caraïbes. Merci à vous. Merci beaucoup. Et notre ami Beethovens François Fils de Radio-Télé Quisqueya. Merci à vous d'avoir été aujourd'hui avec nous. Merci à vous, Madame Honoré, de nous avoir consacré 1 heure de votre temps dans cet agenda qu'on s'est chargé ces derniers jours. Et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui regardent cette émission, tous les auditeurs qui écoutent cette émission de radio. Nous espérons que vous avez pu profiter de toutes ces informations directement de la part de Madame Sandra Honoré, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef de la MINUSTAH. Merci. Merci.